Oui. Ok, d'accord. Donc, on va commencer. Alors, on va revoir un petit peu ce qui a été fait la dernière fois au sujet des intervalles de confiance. Donc, on a trois parties dans l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour une proportion, l'intervalle de confiance pour une moyenne et l'intervalle de confiance pour une variance. Donc, estimation par intervalle de confiance. Aussi précise qu'une estimation, elle ne peut être exacte. C'est toujours une valeur approchée du paramètre et on peut souhaiter disposer d'un outil mathématique pour mesurer la qualité de l'estimation. L'idée est non pas de fournir une valeur pour le paramètre, mais une fourchette de valeurs probables. La détermination de cet intervalle s'effectue par la donnée du niveau de confiance, c'est-à-dire la probabilité que la vraie valeur du paramètre appartienne à l'intervalle. C'est-à-dire que vous partez d'un échantillon x1, x2, xn, de variables indépendantes et identiquement distribuées. Identiquement distribuées, ça veut dire de même loi. Et vous avez θ qui est le paramètre de la loi. Donc vous allez chercher en fait un encadrement de θ. θ sera encadré par deux valeurs, A et B. Et vous aurez l'intervalle de confiance AB avec un niveau de confiance qui lui est associé qui est égal à alpha ou alors 1 moins alpha. Ça dépend comment on considère la probabilité. Donc la probabilité que θ soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha, où alpha détermine le niveau de confiance de l'intervalle et correspond au risque d'erreur. Les risques d'erreur utilisés sont le plus souvent 10%, 5% et 1%. Donc là, vous avez l'exemple d'une loi où on va encadrer un paramètre θ qui se situe entre A et B. Et vous aurez un intervalle de confiance qui sera symétrique. C'est-à-dire que vous aurez 5% des valeurs qui seront à gauche de A et 5% des valeurs qui seront à droite de B. Et la probabilité que θ compris entre A et B est égale à 90%. Donc si la probabilité... Oui. C'est égal à 10, 5 et 1%, c'est alpha. Oui, c'est alpha, oui. Donc alpha ici, dans ce schéma, est égal à 5%. Quoi. Et 1 moins alpha est égal à 90%. Non, attendez, pardon. Alpha ici est égal à 10%. Donc 5%, c'est alpha sur 2. Vous avez alpha sur 2 à droite et alpha sur 2 à gauche de l'intervalle de confiance. Oui. Comment? Alpha, c'est la somme des deux pourcentages, en fait. Oui, alpha, c'est la somme des deux pourcentages. Vous avez alpha sur 2 plus alpha sur 2 qui est égal à alpha. Et généralement, on considérera le risque de manière symétrique. C'est-à-dire que vous aurez alpha sur 2 à gauche et vous aurez alpha sur 2 à droite. Donc, intervalle de confiance pour une proportion. En général, l'intervalle de confiance est symétrique, c'est-à-dire que alpha 1 est égal à alpha 2. Soit x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires iid, et p la probabilité d'un événement A. On cherche un intervalle AB tel que la probabilité que P soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha. On suppose que N est suffisamment grand pour rapprocher la loi de l'estimateur Fn par une loi normale. Donc là, on utilise le théorème central limite. Vous aurez, si Xn est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, variable aléatoire iid telle que espérance de xi est égale à mu et variance de xi est égale à sigma carré, alors le théorème central limite permet de dire que racine de n, xn bar moins mu sur sigma, converge en loi vers n01. Donc pour de grandes valeurs de n, généralement n supérieur ou égal à 30, on aura racine de n, xn bar moins mu sur sigma, qui suivra approximativement la loi n01. Donc ça, c'est ce théorème qu'on va utiliser dans ce paragraphe, intervalle de confiance pour une proportion.
Alors, pour une proportion, on avait démontré la chose suivante. On avait démontré que Fn convergeait en loi vers la loi normale de paramètre P, P facteur de 1 moins P sur N. Donc, lorsqu'on centre et qu'on réduit Fn, on a Fn moins P, facteur de racine de N sur P facteur de 1 moins P, qui va suivre approximativement une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de paramètre 0,1 pour N grand. Donc, on suppose que n suffisamment grand pour approcher la loi de l'estimateur Fn par une loi normale. Alors, la probabilité que P soit compris entre A et B, c'est la probabilité que la loi Fn centrée réduite, racine de n P facteur de 1 moins P facteur de Fn moins P, est compris entre racine de n sur P facteur de 1 moins P petit Fn moins B est inférieur ou égal à racine de n sur P facteur de 1 moins P Fn moins A. C'est quoi la différence entre un petit Fn et un grand Fn? Là, justement, j'allais le... Oui. Donc, vous avez Fn, en fait, c'est la réalisation de grand Fn. Fn est une variable aléatoire et petit Fn est la réalisation de cette variable aléatoire. Alors, vous remarquez que au niveau des bornes, on a considéré petit Fn. Donc, pour que le problème soit réalisable, on a besoin de considérer la réalisation de grand Fn au niveau des bornes. Ceci pour pouvoir encadrer votre variable aléatoire, racine de n, p facteur de 1 moins p, facteur de Fn moins p. Oui, Le théorème central limite, on applique. oui, c'est le théorème central limite qu'on applique. Et on va dire que racine de n sur p facteur de 1 moins p, facteur de grand Fn moins p, suit approximativement une loi n01 pour de grandes valeurs de n. Ici, Z. Monsieur, Oui. bonjour. Fn, c'est une valeur du coup. Petit Fn, c'est une valeur. Oui. Et grand Fn, c'est une variable aléatoire. Et du coup, comment on les obtient? Bah, grand Fn, en fait, la finalité quand vous avez grand Fn, c'est de la normaliser pour avoir une loi N01. Et petit Fn, on les obtient à partir des observations. Les observations, elles seront toujours données ou jamais sera Ah amené oui, à calculer? On est obligé de vous donner les observations pour, si on veut résoudre le problème, on est obligé de vous donner les observations. La variance empirique ou la moyenne empirique. D'accord. Donc là, Fn, il s'agit d'une moyenne empirique, composée de 0 et de 1, puisqu'il s'agit d'une loi de Bernoulli. Et du coup, le grand Fn, on sera un jour amené à le calculer ou pas? Bah, en fait, le grand Fn, on le normalise pour avoir la loi Z N01. Et quand on a la loi Z N01, vous avez donc probabilité que P soit compris entre A et B, qui est égale à la probabilité que Z soit compris entre B' et A'. Eh bien, vous calculez les quantiles associés à A' et à B'. Et vous avez des valeurs numériques. Et quand vous dites on le normalise, c'est-à-dire? On centre et on réduit. C'est-à-dire, grand Fn, on retranche sa moyenne et on divise par son écart type. D'accord. C'est-à-dire que le grand Fn est toujours dans les hypothèses, monsieur, non? Comment? C'est-à-dire que le grand Fn, dans toutes les hypothèses, on l'aura toujours dans les hypothèses. Dans ces cas-là. Bah, grand Fn, en fait, c'est la nature de votre loi. Donc, c'est lorsque vous allez rechercher les quantiles que la loi, en fait, va intervenir. S'il s'agit d'un quantile pour une loi N01, ce ne sera pas la même chose que s'il s'agit d'un quantile pour une loi de Student. Oui? Donc, si j'ai bien compris, le théorème central limite, voilà, vous appliquez quand on va avoir un intervalle de confiance. À quoi il va servir exactement? Bah, ici, il sert à pouvoir travailler avec un intervalle de confiance. C'est-à-dire que vous normalisez Fn. Fn, quand vous allez le normaliser, vous allez retrancher la moyenne et vous allez diviser par l'écart type. Vous allez obtenir... La finalité, c'est de transformer votre problème. Probabilité que P soit compris entre A et B est égale
A, probabilité que Z soit compris entre A' et B', entre B' et A'. C'est ça la finalité, c'est d'aboutir enfin, l'étape intermédiaire, c'est d'aboutir à la probabilité que Z, qui est une loi connue, soit compris entre deux valeurs. Ceci avec un certain niveau de confiance égal à 1 moins alpha. Et comme on va supposer que le risque est symétrique, on va trouver A' numériquement et on va trouver B' numériquement. Et comme on va trouver A' et B' numériquement, on va trouver A et B. Parce que A', ce sera racine de NP facteur de 1 moins P, facteur de Fn moins A. Et B', ce sera racine de N sur P facteur de 1 moins P, facteur de Fn moins B. Quoi. Donc, on passe par là pour déterminer les intervalles. Donc, qu'est-ce que vous appelez on passe par là? C'est cette méthode en fait qui permet de déterminer les valeurs de A et B. Oui. Monsieur, et comment on fait pour avoir A', B'? Alors, pour avoir B', A', justement, j'y viens. Donc, on a Z qui est compris entre B' et A'. Ici, on suppose le risque symétrique. Et étant donné que la loi N01 est symétrique par rapport à Y, on peut supposer que B', A' est égal à moins B' qui est égal à K. Donc, quand vous posez probabilité que P soit compris entre A et B est égal à 1 moins alpha, ça, c'est la probabilité que Z soit compris entre moins K et K qui est égal à 1 moins alpha, avec K qui est égal à A' et B' qui est égal à moins K. Donc ici, on aura probabilité que Z soit compris entre moins K et K qui est égal à 1 moins alpha. Donc, vous aurez deux Z. Alors, probabilité que Z soit compris entre moins K et K, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K, moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K. Et comme la loi est symétrique, vous aurez la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K, qui sera supérieure ou égale, qui sera égale à la probabilité que Z soit supérieur ou égal à K. Donc, en posant f de K qui est égal à la probabilité que Z est inférieur ou égal à K, vous obtenez 2 f de K est égal à 1 moins alpha. Et donc, f de K est égal à 1 moins alpha sur 2. Où f est la fonction de répartition de Z. F de K, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K. La valeur de K s'obtient par lecture de la loi normale inverse N01. C'est-à-dire que si vous avez alpha qui est égal à 10%, eh bien, K, ce sera le quantile de niveau 95%. Donc, on l'a fait hier, en fait. On applique sous Excel loi, point normal, point standard, point inverse de 0,95. Et dans ce cas-là, vous obtenez la valeur de K. Et quand vous avez obtenu la valeur de K, eh bien, vous obtenez les valeurs de A et de B. Parce que vous avez A qui est égal à Fn moins K racine de P facteur de 1 moins P sur N et B qui est égal à Fn plus K racine de P facteur de 1 moins P sur N. Alors, ici, on suppose que P est égal approximativement à Fn pour de grandes valeurs de N. Donc, on aura A qui sera égal à Fn moins K racine de Fn facteur de 1 moins Fn sur N et Fn plus K racine de Fn facteur de 1 moins Fn sur N. Donc ça, ce sera votre intervalle de confiance pour la proportion. Et K, en fait, ce sera le quantile associé au niveau de confiance 1 moins alpha sur 2. C'est-à-dire que si vous partez d'un risque qui est égal à 1 moins alpha avec alpha qui est égal à 10%, donc 1 moins alpha qui est égal à 90%, vous aurez alpha qui est égal à 5%. Oui. La fonction de répartition, on doit faire l'intégrale de... Comment trouver la fonction de répartition déjà? Alors, pour la fonction de répartition, c'est simple, je vais vous montrer. Pour avoir la fonction de répartition, en fait, vous tapez loi, point normal, point standard, point inverse de n de 0,975. Eh bien, ça veut dire que quand vous avez loi, point normal, point standard, point inverse de 0,975 est égal à 1,96, ça veut dire que la probabilité que votre variable aléatoire qui suit la loi N01 soit inférieure ou égale à 1,96 est égale à 97,5%.
vous partez de 0,975 et vous avez la valeur de K. Là, ici, f de K est égal à 0,975. Voilà, d'accord, ok. Et f de K est égal à 1 moins alpha sur 2. Et donc, vous avez ici alpha qui est égal à 5%. Et vous obtenez 1 moins 5% divisé par 2, ça fait 0,975. Là, on a un intervalle de confiance de 95%. Parce qu'on a pris ça, on a pris 5%, 1 moins 5% qui est égal à 1 moins alpha. Donc, on a 2,5% à droite et 2,5% à gauche. Donc, les exemples, on ne va pas les refaire, on les a déjà faits. Là, pour l'intervalle de confiance pour une moyenne, vous appliquez à peu près le même raisonnement. C'est-à-dire, vous appliquez un raisonnement similaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que la taille de l'échantillon est grand et on va appliquer le théorème central limite. Donc, racine, vous partez de probabilité que mu soit compris entre A et B, mu désignant l'espérance de xi, où x1, x2, xn est un échantillon, et probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha. Donc, vous multipliez par moins 1, vous centrez avec x bar, vous additionnez x bar et vous réduisez en divisant par sigma. Donc, vous obtenez racine de n xn bar moins mu sur sigma, qui est égal à z, qui suit une loi approximativement n01, de par le théorème central limite. C'est compris entre racine de n de x bar moins b sur sigma et racine de n de x bar moins a sur sigma. Et là, comme tout à l'heure, vous allez chercher petit k, en supposant que l'intervalle est symétrique, et en constatant que la loi est elle-même symétrique, vous aurez la probabilité que z soit compris entre moins k et k, qui est égal à 1 moins alpha. Et a' sera égal à k, et b' sera égal à moins k. Et vous aurez f de k qui est égal à 1 moins alpha sur 2, lorsque la probabilité que mu est compris entre a et b est égale à 1 moins alpha. Alors, f est la fonction de répartition de z, ici, on l'a déjà dit tout à l'heure. La valeur de k s'obtient donc par lecture de la table inverse de la loi N01, comme je vous ai montré avec le fichier Excel. Donc, vous avez a, on va obtenir a qui est égal à x bar moins k sigma sur racine de n, et b qui est égal à x bar plus k sigma sur racine de n. Et on va obtenir un intervalle de confiance. Donc, dans la pratique, on va vous donner x bar. On suppose ici que sigma est connu, n est connu, et vous allez chercher k. K qui va être, si vous raisonnez avec un niveau de confiance de 95%, vous aurez k qui sera le quantile qui correspond au niveau de confiance 97,2%, puisque f de k est égal à 1 moins alpha sur 2. Alors, il y a un cas particulier, c'est si sigma est inconnu. Dans ce cas-là, vous raisonnez avec la réalisation empirique associée à sigma, c'est-à-dire l'écart type empirique. Donc, vous remplacerez sigma par S étoile et à la place de K ici ne sera plus le quantile associé à une loi normale N01, mais K sera le quantile associé à une loi de Student. Donc, vous aurez toujours f de K qui sera égal à 1 moins alpha sur 2, mais par contre, vous aurez une loi de Student au lieu d'avoir une loi normale N01. Et la loi de Student, en fait, sera la loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc, quand vous chercherez la loi de Student ici avec K, ce sera loi.student.inverse de 0,975, 24, où 24 est égal à n-1 avec n qui est égal à 25. D'accord ? Donc maintenant, intervalle de confiance pour une variance. On a x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires. Monsieur, Oui,
Excusez-moi, pour revenir à la moyenne, j'ai pas bien saisi la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Même si c'est marqué Entre le, explicitement, par- je trouve que entre c'est le pas clair. paragraphe, entre le paragraphe 4.2 et le paragraphe 4.3, quoi. C'est ça? Non, c'est dans le 4.3, il y a un premier cas et il y a un deuxième cas, Alors, un peu le, plus bas. pro- le premier cas, c'est lorsque sigma est connu. Vous avez un intervalle de confiance de la forme x bar moins k sigma sur racine de n, x bar plus k sigma sur racine de n. Là, ici, sigma est connu. Mais parfois, sigma est inconnu. C'est-à-dire que, en fait, là, dans l'énoncé, on vous dit, dans la fabrication de comprimés effervescents, il est prévu que le dosage de bicarbonate de sodium suit une loi normale. On a prélevé un échantillon de 25 comprimés et on a mesuré une moyenne x bar qui est égale à 1625 mg et un écart type S étoile qui est égal à 10 mg. Donc, ici, sigma est inconnu. C'est-à-dire que l'écart type théorique est inconnu, mais l'écart type empirique, lui, est connu. Donc, dans cet intervalle de confiance, ici, x bar moins k sigma sur racine de n, x bar plus k sigma sur racine de n, vous remplacez sigma par S étoile. Mais quand vous remplacez sigma par S étoile, c'est pas la même loi. C'est plus la loi normale N01, c'est la loi de Student à N-1 degré de liberté, quoi. D'accord, monsieur, ça j'ai compris, mais en fait, ça, là, vous me parlez du troisième cas. Moi, je vous parle du deuxième cas. Dans le deuxième cas, il est supposé connu, le sigma aussi. Mais du coup, je vois pas la différence. Le paragraphe intitulé deuxième cas, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, supposons que l'échantillon suit une loi normale avec sigma carré connu. Alors, nous pouvons procéder de la même façon que précédemment, car nous savons que x bar suit une loi normale, n de mu sigma carré sur n. La différence vient du fait que la loi est exacte, donc que l'échantillon peut être de petite taille. Donc là, ici, on n'applique pas le théorème central limite. Ici, on suppose que l'échantillon est gaussien, et quand l'échantillon est gaussien, là, dans la première ligne de ce tableau, on a racine de n x bar moins θ avec θ qui est égal à mu sur sigma qui suit la loi N01. Et en fait, ça permet ici de raisonner avec la loi exacte et de petits échantillons. D'accord, Là, et du coup, c'est sous quelles conditions qu'on suppose ça? on vous le dira dans l'énoncé, en fait. Si D'accord. on suppose que l'échantillon est gaussien ou pas, on vous le dira dans l'énoncé. Ok. Et si on ne vous le dit pas, et que l'échantillon est de petite taille, dans la pratique, vous êtes obligé de supposer qu'il est gaussien, quoi. Et comment on sait si c'est de grande taille ou petite taille? Alors, grande taille, ça commence à partir de n supérieur à 30. Ok. Merci. Alors, ici, on va s'intéresser à la variance. x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires id telles que espérance de x est égale à mu et variance de x est égale à sigma carré. On cherche l'intervalle AB tel que probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égal à 1 moins alpha. Donc, on part de sigma carré compris entre A et B, et on sait, d'après le tableau en rose, que lorsque mu est inconnu, n-1 sur sigma carré fois s étoile carré suit une loi qui carré de n-1. Donc, la probabilité que sigma carré soit compris entre A et B, ce sera la probabilité que ns carré sur B est inférieur ou égal à ns carré sur sigma, qui est inférieur ou égal à ns carré sur A. Et vous savez que n grand S carré sur sigma carré suit une qui carré de n-1. Alors, en fait, dans la pratique, on va utiliser S étoile, c'est-à-dire que ns carré sera égal à n-1 S étoile carré. Et cette S étoile carré, c'est la variance d'échantillonnage en 1 sur n-1, tandis que S carré, c'est la variance empirique en 1 sur n. Donc ici, on va avoir A' qui va être égal à ns carré sur A et B' qui sera égal à ns carré sur B. Donc ça va se ramener en fait à étudier la probabilité que Z soit compris entre B' et A' avec Z qui suit une qui carré de n-1 et probabilité que Z soit compris entre A' et B' est égal à 1 moins alpha. On suppose que le risque est symétrique, c'est-à-dire que il y a une quantité alpha sur 2 d'informations à droite de A et une quantité alpha sur 2 d'informations à gauche de B'. Donc, on va supposer que la probabilité que Z soit inférieur ou égal à A' est égale à 1 moins alpha sur 2. Et la probabilité que Z
inférieur ou égal à B' est égal à alpha sur 2. Oui. Si on n'a pas un cas symétrique, Alors justement, j'y viens. Là, ici, on n'a pas un cas symétrique. Donc, comme on n'a pas un cas symétrique, B' est différent de moins A'. Donc, c'est pour ça que vous êtes obligé d'utiliser les quantiles. Deux quantiles. Vous êtes obligé de calculer deux quantiles, alors qu'avant, on n'avait besoin que d'un seul quantile et vous aviez B' qui est égal à moins A', comme la loi était symétrique. Là, comme la loi n'est pas symétrique, vous avez besoin de calculer les deux quantiles avec votre fichier Excel. Vous aurez donc deux lignes pour la loi du qui-2 inverse. Donc finalement, l'intervalle de confiance symétrique d'une variance pour un test alpha est ns carré sur A' et ns carré sur B'. Vous connaissez A' parce que vous l'avez calculé avec Excel comme quantile, et vous connaissez B' pour la même raison. Ensuite, on vous donne en fait S carré, la réalisation empirique de la variance, et vous avez la taille de l'échantillon. Donc, vous pouvez avoir l'intervalle de confiance. ns carré sur A' sera calculé, et ns carré sur B' sera calculé. vous avez introduit deux confusions. Là. Vous avez mis petit s et grand S. Bah, c'est la même raison que tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec les bornes, on considère la réalisation empirique de la variable aléatoire. Et au centre de l'intervalle, vous avez la loi. Donc la loi, c'est une variable aléatoire. Sinon, vous ne pouvez pas résoudre le problème, en fait. Au niveau des bornes, vous êtes obligé de considérer la réalisation empirique. La loi, dans ce cas-là, c'est soit une loi de student, soit une loi normale. Dans ce cas-là. Ici, c'est une loi de qui-2. Donc, généralement, vous aurez student, tout normal ou qui-2, la plupart du temps. Quoi. Désolé, je suis pas sûr d'avoir compris. Le petit s, ce sera une valeur qui sera donnée de la même manière que le petit fn s'était donné. Oui. Et le grand, sera global et utilisé pour toute la loi. C'est ça qui va. C'est ns carré sur sigma carré, qui est en fait une variable aléatoire identifiable, qui va nous permettre de dire qu'on va considérer la loi du qui carré, et donc on va calculer les quantiles par rapport à cette loi de qui carré. Parce que le calcul des quantiles, ça ne dépend pas que du niveau de confiance, ça dépend aussi de la forme de la loi. Quoi. Donc, exercice 1. On mesure la force de compression d'un ciment en moulant de petits cylindres et en mesurant la pression X exprimée en kg par centimètre carré à partir de laquelle il se casse. On suppose que X suit une loi normale n de mu sigma carré. Donc là, vous voyez que n est égal à 9. N est un petit échantillon, donc on a besoin de supposer que ça suit une loi normale pour pouvoir résoudre le problème. X bar est égal à 19,72 et S étoile carré est égal à 0,69. On cherche un intervalle AB tel que la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha qui est égal à 0,9. On utilise la moyenne X bar comme estimateur de mu. On sait que l'échantillon est gaussien, avec sigma inconnu. Donc ici, vous êtes dans le cas numéro 2. Donc sigma est inconnu, où sigma carré est inconnu, et donc racine de n xn bar moins mu sur S étoile suit une loi de Student de paramètre n-1 degré de liberté. Quoi. Donc, vous partez de mu qui est compris entre A et B, vous cherchez un intervalle de confiance AB qui permet d'encadrer la valeur de mu. Ici, on vous dit calculer un IDC symétrique pour les paramètres inconnus. Donc, les paramètres inconnus, ce sera mu et sigma. Donc, on va commencer par mu. La probabilité que mu est compris entre A et B est égale à 0,9. On utilise la moyenne X bar comme estimateur de mu. On sait que l'échantillon est gaussien avec sigma carré inconnu. Donc, W est égal à racine de n, xn bar moins mu sur S étoile, qui suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc, on va partir de mu qui est compris entre A et B.
Et on va aboutir à l'encadrement suivant. Racine de n xn bar moins mu sur S est supérieur ou égal à racine de n xn bar moins b sur petit s. Et la loi sera W sera inférieur ou égal à racine de n xn bar moins a sur petit s. Donc vous avez probabilité que mu est compris entre A et B, qui est égale à la probabilité que oméga compris entre A' et B'. Donc on a deux inconnus A' et B' et une seule équation. On suppose donc que le risque est symétrique. Là, pour simplifier les choses, on suppose que le risque est symétrique, et même avec une loi qui n'est pas symétrique, on supposera que le risque est symétrique. Donc vous aurez 5% des valeurs à gauche de B' et 5% des valeurs à droite de A'. De plus, la loi de Student est symétrique par rapport à l'axe Y. Donc vous aurez B' qui sera égal à moins A'. Oui. Comment on est passé de A à faire un mu, à faire un B, à moins B, à faire un mu, à faire un moins A? On a multiplié par moins 1. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est xn bar moins mu sur S fois racine de n. On veut se ramener à cette loi-là, en fait. Comme vous avez, on suppose que les xi suit un échantillon gaussien, on a sigma qui est inconnu, donc on a dans votre cours, en fait, une loi racine qui est répertoriée, telle que racine de n xn bar moins mu sur S étoile suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc, on va avoir ensuite probabilité que oméga soit compris entre A' et B' qui est égal à 0,9. Et on a A' qui est égal à racine de n xn bar moins a sur S, où S est la réalisation empirique de grand S. Donc là, en fait, il s'agit de S étoile, il manque un petit étoile. Et B' est égal à racine de n xn bar moins b sur S étoile. Donc vous aurez, on va prendre un risque symétrique, vous aurez 5% à droite et 5% à gauche. Et vous aurez probabilité que oméga inférieur ou égal à A' qui est égal à 0,95. Et B' est égal à moins A', et vous aurez probabilité que oméga soit inférieur à B' qui est égal à 0,05. Mais comme elle est symétrique, il suffit d'obtenir A', et ensuite vous prenez B' qui est égal à moins A'. Ici, la loi suit une loi de Student à n-1 degré de liberté, et n est égal à 9. Donc on va utiliser la table T de 8. Donc vous allez avoir A qui va être égal à x bar moins A' S étoile sur racine de n, et B qui sera égal à x bar plus A' S sur racine de n. Avec A' qui est égal à 0,8595, oui. Le 1,8595, vous l'avez calculé grâce à Excel, j'imagine, c'est ça? Oui, alors je vais le faire. C'est avec la loi inverse, là. Voilà. Ok. Donc on a A' qui est égal à la loi de Student inverse, n de 0,95, 0,8. Ok. Oui. C'est quoi le but de multiplier par moins 1? Le but de multiplier par moins 1, c'est d'avoir xn bar moins mu sur S facteur de racine de n. Comme la formule, c'est ça? On veut du moins mu. Nous, comme xn bar moins mu sur racine de n sur S fois racine de S comporte du moins mu, donc on part de moins mu. Et on rajoute xn bar. Après, on divise par S et on multiplie par racine de n. Non, c'est parce que vous savez que racine de n de xn bar moins mu sur S suit une loi de Student. Donc vous voulez encadrer cette loi avec des quantiles A' et B'. Comment? On l'a fait par défaut, en fait. On a encadré le moins mu. Non, on encadre mu
Et dans le calcul intermédiaire, à un moment donné, vous avez moins mu parce que la loi est égale à xn bar moins mu sur s fois racine de n. Donc, vous avez A', donc A', c'est loi de student inverse 0,95, 8. Donc, on est parti de alpha qui est égal à 10%. Donc, on a coupé en deux, 5% à droite, 5% à gauche. Donc, on aura 0,95 pour calculer le quantile. Et comme il y a n-1 degré de liberté avec n qui est égal à 9, vous écrivez 8 comme paramètre dans la loi de student inverse. Monsieur, Oui. on utilise du coup les formules de l'intervalle de confiance pour une moyenne parce qu'on sait que, enfin, c'est dit dans l'énoncé qu'on utilise la moyenne x bar, quoi. Enfin, ma question, c'est comment on sait que si on calcule l'intervalle de confiance dans une moyenne ou dans une variance ou en proportion? Bah, en fait, là, ici, vous avez un problème où on vous demande de calculer un intervalle de confiance symétrique de mu. Et vous savez que les xi sont des lois gaussiennes. Donc, dans votre cours, vous savez, d'après le tableau, que racine de n xn bar moins mu sur s étoile suit une loi de student de paramètre n-1. Donc, vous allez raisonner par rapport à cette loi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, quoi? Pas trop. Alors, allez-y, répétez votre question, quoi. Ma question, c'est comment on sait si on utilise du coup les propriétés pour les proportions, la moyenne ou la variance? Parce qu'on a trois parties qu'on a vu tout à l'heure sur le cours de l'intervalle de confiance. Parce on vous dit dans l'énoncé, calculer un IDC symétrique avec un risque de 10% pour les paramètres connus pour un échantillon de taille n. Donc là, on vous dit, on suppose que x suit une loi n de mu sigma carré. Donc vous savez qu'en fait, vous allez travailler avec mu, avec la moyenne théorique, que vous allez chercher à encadrer. Quand on travaille avec mu, c'est la moyenne. C'est bien ça. Mu, c'est la moyenne, en fait, c'est l'espérance de xi. Vous avez x1, x2, xn, et vous avez espérance de xi qui est égale à mu. Ok. J'ai répondu? Oui, c'est bon. Merci. Oui. À part la moyenne, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre type d'espérance? La moyenne, on peut l'assimiler à une espérance, on est d'accord. Bah, c'est-à-dire que l'espérance de xi, ça se note, c'est l'espérance de xi se note mu, et on appelle ça la moyenne théorique. Ouais. Est-ce que l'espérance, on peut l'associer à quelque chose d'autre, par exemple, qu'une moyenne? Je sais pas si vous avez compris ma question. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre votre question, quoi. En gros, au début de votre cours, moi, j'ai déjà compris que vous avez associé l'espérance à une moyenne, en fait. Alors, la moyenne théorique, c'est l'espérance. Et la moyenne empirique, c'est xn bar. Vous avez deux moyennes. Vous avez la moyenne théorique et la moyenne empirique. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, est-ce que l'espérance, on peut l'associer à un truc complètement différent d'une moyenne? L'espérance, c'est la moyenne théorique. Ok, d'accord. Donc ensuite, la valeur moyenne de la pression sur toute la population des cylindres a 90% de chances de se trouver entre 19,21 et 20,23. Donc là, vous avez A qui est égal à A', x bar moins A', S étoile sur racine de n, et B qui est égal à x bar plus A' fois
sigma sur racine de n. Donc, vous aurez A qui est égal à 19,21 et B qui est égal à 20,23. Oui. OK. Donc maintenant, on va chercher un intervalle de confiance pour sigma carré. Dans votre énoncé, vous savez que mu est inconnu. Donc, au revoir. Donc, vous avez 4 lois. Et vous avez 2 lois qui va concerner directement l'écart type ou la variance. 1 sur θ, somme pour i variant de 1 à n, xi moins mu au carré sur une qui carré de n. Et n-1 sur sigma carré, s étoile carré, qui suit une qui carré de n-1. Mais dans l'énoncé, mu est inconnu. Donc, comme mu est inconnu, on va choisir la dernière formule. n-1 sigma carré fois s étoile carré suit une qui carré de n-1. Donc, on cherche l'intervalle AB tel que la probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égale à 90%. On utilise la variance empirique S étoile carré comme estimateur de sigma carré. L'échantillon est gaussien. Donc, comme on a un échantillon gaussien, on peut travailler avec n qui est égal à 9 et qui est un petit échantillon. Et vous obtenez n-1 S étoile carré sur sigma carré qui suit une qui carré de n-1. Donc après, vous partez de sigma carré qui est compris entre A et B. La probabilité que sigma carré soit compris entre A et B, c'est la probabilité que n-1 S étoile carré sur B soit inférieur ou égal à n-1 S étoile carré sur sigma carré est inférieur ou égal à n-1 S étoile carré sur A. Et ça, c'est la probabilité que oméga, qui suit la loi de qui de à n-1 degré de liberté, soit compris entre B' et A'. Là encore, il y a 2 équations, il y a 2 inconnus pour une seule équation. On va donc supposer que le risque est symétrique. Mais attention, la loi du qui 2 n'est pas symétrique. Donc le risque est symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir autant à droite de A' qu'à gauche de B'. Et comme on a considéré un niveau de confiance de 90%, on va avoir 5% des valeurs à droite de A' et 5% des valeurs à droite de B'. Par contre, le risque n'est pas symétrique. Donc, B' ne sera pas égal à moins A'. La probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égale à 0,9. Ça équivaut à dire que la probabilité que oméga soit inférieur à A' est égale à 95% et probabilité que oméga soit inférieur à B' est égale à 5%. Donc, on va calculer les quantiles associé à 95% et 5%, et on obtient A' qui est égal à 15,507 et B' qui est égal à 2,733. Oui. Un jour, on pourra faire un exemple où on détaille les calculs sans forcément passer par Excel. Si vous ne passez pas par Excel, vous êtes obligé d'avoir des tables papier. Donc, je verrai, on verra pour le jour de l'examen comment ça va se passer. Normalement, le jour de l'examen, je vous noterai directement les quantiles en nota bene à la fin de l'exercice. On n'aura pas de PC ou... Je ne sais pas, il faut que j'en discute avec le responsable. En fait. Les formules, on aura accès ou c'est à le mémoriser, on aura le droit à avoir une fiche, comment ça se passe? Vous n'aurez pas le droit au document. D'accord. Monsieur, dans les calculettes, il n'y a pas moyen d'avoir un programme qui fait les lois qui 2, tout ça? Ça dépend des calculatrices, en fait. Monsieur, pendant le partiel, on n'aura pas de fiche à la fin? Vous nous donnez les formules? Vous aurez peut-être une fiche sur les lois. Si vous avez une fiche, vous aurez une fiche sur les lois, mais ça n'ira pas plus loin. Comme les exercices, en fait, vont ressembler aux exercices que je vais donner, vous n'aurez pas le droit au document. Et les démonstrations, etc., vous les connaître Dans le cours, il n'y a pas beaucoup de démonstrations, en fait. Il y a surtout des démonstrations dans les TD.
Ça Mais faut- c'est possible que, par exemple, en partiel, vous me demandez de faire une démonstration, comme dans les Bah, pour donner la réponse, vous êtes obligé d'argumenter, donc vous êtes obligé de faire la démonstration. En fait. Donc, probabilité que oméga soit inférieur à A' est égale à 0,95 et probabilité que oméga soit inférieur à B' est égale à 0,05. Donc, vous calculez A' avec loi de qui2 inverse 0,85 et de paramètre 8. On prend une qui2 de n-1 degré de liberté, donc de 8 degrés de liberté. Et vous avez B' qui est égal à loi du qui2 inverse 0,05 avec 8 degrés de liberté. Donc vous avez B' qui est égal à 2,733. Donc vous aurez A qui sera égal à n-1 S étoile carré sur A' et B qui sera égal à n-1 S étoile carré sur 2,733. Donc là, il manque le étoile en fait. Parce que le étoile désigne la variance d'échantillonnage en 1 sur n-1. Alors que le S, quand il y a le S sans le étoile, ça désigne la variance empirique en 1 sur n. Donc vous aurez A' qui sera égal à 8 fois S étoile carré divisé par 15,507 et B qui sera égal à 8 fois S étoile carré divisé par 2,733. S étoile est donné dans l'énoncé. S étoile est égal à 0,69. Donc vous obtenez A qui est égal à n-1 fois A' divisé n-1 fois S étoile carré divisé par A'. Et B qui est égal à n-1 S étoile carré divisé par B'. Donc l'écart type sous la pression, de la pression sur toute la population des cylindres a 90% de chances de se trouver entre 0,60 et 1,42. Donc là, vous obtenez 0,36 et 2,02 pour l'écart type, pour la variance. Et la variance est égale à sigma carré. Donc vous aurez 0,6, la racine de 0,36 et 1,42, la racine de 2,02 comme borne pour l'écart type. Donc maintenant, on passe à la question 2. On suppose maintenant que sigma carré est égal à 0,69, calculé à l'intervalle de confiance symétrique pour mu, avec un risque de 10% pour un échantillon de taille n qui est égal à 9, où x bar est égal à 19,72, comparé avec le résultat de la question 1. Donc là, ici, on vous donne sigma, alors que sigma, normalement, est inconnu. Et on va calculer un intervalle de confiance symétrique pour mu pour un risque de 10%. Donc, on va avoir les mêmes formules que tout à l'heure. On va appliquer le même raisonnement que tout à l'heure dans la question 1, première partie. Sauf que, à la place de petit s étoile, on aura sigma. Et A' sera un quantile associé à la loi normale, puisque sigma est connu, et non pas un quantile associé à la loi de Student. Donc, reprenons l'intervalle de confiance mu de la question 1. On a une information supplémentaire, à savoir que la variance de la population est connue. On sait alors que z est égal à racine de n, xn bar moins mu sur sigma, qui suit une loi n01. La probabilité que z soit compris entre b' et a' est égale à 0,9. La loi n01 est symétrique, donc b' est égal à moins a'. On a considéré un risque symétrique. Et la probabilité que z est inférieur ou égal à a' est égale à 0,95. Et on aura a' qui sera égal à loi point normal, point standard, point inverse de 0,95. Ce qui va faire 1,06449. Donc on aura a qui sera égal à x bar moins a' sigma sur racine de n. A', on l'a calculé, c'est le quantile associé à la loi normale. Sigma est connu. Et B, ce sera égal à x bar plus A' sigma sur racine de n. X bar est connu, A' est connu, sigma est connu et n est connu. Donc la valeur moyenne de la pression sur toute la population des cylindres a 90% de chances de se trouver entre 19,58 et 19,85.
Le fait d'avoir une information supplémentaire augmente la précision de l'estimation. Avant, on avait un encadrement qui était égal à 19,21, 20,23. Et maintenant, on a un encadrement qui est égal à 19,58, 19,85. Donc, avec le même niveau de confiance, le fait d'avoir une information supplémentaire, ça rend l'intervalle de confiance plus précis. OK. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Une étude réalisée par l'IFOP pour Dimanche Ouest France en mars 2016 montre que 53% des 1502 personnes interrogées pensent que c'est le devoir de notre pays que d'accueillir des migrants qui fuient la guerre. Donnez un intervalle de confiance de niveau 5% de la proportion de la population favorable à l'accueil des migrants. Donc, N est égal à quoi ici, quoi? 1502. N est égal à 1502. Donc, vous avez un grand échantillon. Donc, quand vous avez un grand échantillon, tout de suite, il faut penser au théorème central limite. D'autant plus que la loi d'origine, en fait, n'est pas connue. On ne vous dit pas que l'échantillon est gaussien. On ne vous donne pas des hypothèses sur la forme de la loi des Xi. Donc, soit P, la proportion de Français favorables, donc cherche A et B, telle que la probabilité que petit p soit compris entre A et B est égale à 0,95. Et vous avez xn bar qui est égal à 1 sur n, la somme des xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Xi est la variable aléatoire, prenant la valeur 1 si la ième personne de l'échantillon est favorable et 0 sinon. Donc xn bar ici sera une proportion. Et xi va suivre une loi de Bernoulli de paramètre p. Donc lorsque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre p, on a espérance de xi est égale à p et la variance de xi qui est égale à p facteur de 1 moins p. La taille de l'échantillon est suffisamment grande pour approcher la loi de l'estimateur par une loi normale. Donc on aura racine de n xn bar moins l'espérance sur sigma qui va suivre une n01 pour n grand, pour de grandes valeurs de n. Donc, on part de probabilité que petit p soit compris entre A et B. Et on va se ramener à la loi Z qui est connue parce que Z suit une loi N01. La loi normale centrée réduite. Et on va encadrer cette loi normale centrée réduite à l'aide de B' et A'. Donc, le fait que P soit compris entre A et B, ça équivaut à dire que racine de n xn bar moins P sur sigma est supérieur ou égal à racine de n xn bar moins p sur sigma et inférieur ou égal à racine de n xn bar moins a sur sigma. Donc vous posez b' qui est égal à racine de n xn bar moins b sur sigma et a' qui est égal à racine de n xn bar moins a sur sigma. Si on suppose un risque symétrique, et étant donné que la loi N01 est symétrique par rapport à OY, nous pouvons poser que A', B' est égal à moins A' et A' qui est égal à K. Donc vous avez probabilité que Z est compris entre A' et B' est égal à 0,95. On va prendre alpha qui est égal à 5% et on aura alpha sur 2 à droite de A et alpha sur 2 à droite de A' et alpha sur 2 à gauche de B'. Donc la probabilité pour que Z soit inférieur ou égal à A' avec A' est égal à K est égal à 1 moins alpha sur 2. On l'a vu tout à l'heure dans le cours. Et comme c'est égal à 1 moins alpha sur 2, ça va faire 1 moins 5% divisé par 2. Donc ça fera 0,975. Monsieur, Oui. on ne multiplie pas par moins 1 ici? Pour avoir moins A et moins B? Si on a multiplié par moins 1, P est compris entre A et B, donc moins P est compris entre moins B et moins A. Donc le B se retrouve à gauche et le A se retrouve à droite. D'accord. Donc on va avoir A qui va être égal, puisque A' est égal à racine de n x bar moins A sur sigma, on va avoir A qui sera égal à x bar moins A', sigma sur racine de n. Donc ça va faire, avec xn bar est égal à 0,53,
A' est égal à 1,96. Là, il y a une erreur, en fait. A' pour l'exercice 2, quoi. A', c'est loi normale, point standard, point inverse de 0,975. Et donc, vous aurez un quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2. Et A' est égal à 1,96. Donc là, il y a une faute de frappe, ce n'est pas 1,86, c'est 1,96. Alors, pour calculer A, donc, on a X bar, on a A', on a N, mais par contre, on n'a pas sigma. Sigma est inconnu. Donc là, en fait, on ne va pas s'embêter. On va dire que comme sigma est égal à P, sigma carré est égal à P facteur de 1 moins P, parce que la variance, en fait, ici de xi est connue, parce que xi suit une loi de Bernoulli, donc la variance de xi est égale à P facteur de 1 moins P, quoi. On va avoir sigma chapeau qui sera égal à 0,53, racine de 0,53 facteur de 1 moins 0,53. C'est-à-dire que, comme n est important, on va avoir P chapeau qui sera égal à 0,53%. Et sigma chapeau qui sera égal à racine de P chapeau facteur de 1 moins P chapeau. Donc, vous calculez sigma chapeau et vous approximez sigma par sigma chapeau. Donc, vous avez A' qui est égal à 1,96, X bar qui est égal à 0,53 qui est donné dans l'énoncé. Sigma qui est égal à racine de X bar moins 1 moins X bar. Et X bar ici est égal à P chapeau, c'est une estimation de P. Vous avez N qui est égal à 1502. Et vous allez avoir A qui va être égal à X bar moins A' fois sigma sur racine de N. Et vous allez avoir B qui sera égal à X bar plus A' fois sigma sur racine de N. Donc, on va obtenir 50,5% pour A et on va obtenir 55,5% pour B. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, quoi? Alors, je vous rappelle ici que là, vous partez d'une loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli n'est pas un échantillon gaussien et pourtant, on va raisonner avec une loi normale. Et on va raisonner avec une loi normale parce qu'on va utiliser le théorème central limite. Donc, le théorème central limite, il est pratique. Si vous partez de n'importe quelle loi, vous convergez vers une loi normale, à condition que les x soient EID et de connaître l'espérance et l'écart type de la loi. Oui. Bah, en fait, il s'agit d'un sondage. Donc, une étude réalisée par l'IFOP pour Dimanche Ouest France en mars 2016 montre que 53 des personnes interrogées pensent que c'est le devoir de notre pays que d'accueillir des migrants qui fuient la guerre. Donc là, en fait, il s'agit d'une proportion. Donc, si vous regardez votre cours, quand il s'agit d'une proportion, en fait, c'est le théorème, c'est le paragraphe qui concerne la fréquence. Donc, vous aurez Fn qui sera égal à 1 sur n, somme pour i variant de 1 à n de xi. Donc, xi égale 1 si on est favorable, et xi est égal à 0 si on n'est pas favorable. Et la probabilité que xi égale 1 est égale à petit p, et la probabilité que xi est égal à 0 est égale à 1 moins p. Il n'y a que deux issues, soit on est favorable, soit on n'est pas favorable.
Et quand on applique le théorème central limite, on a Fn qui converge en loi vers n de P, P facteur de 1 moins P sur n. Donc Fn va suivre approximativement la loi n de P, P de 1 moins P sur n. Donc on va centrer, on va réduire. Fn moins P va suivre approximativement la loi n de 0, P de 1 moins P sur n. Et racine de n divisé par P facteur de 1 moins P, facteur de Fn moins P va suivre approximativement la loi n01 lorsque n est grand. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, une remarque, c'est que sigma est inconnu et pourtant on n'utilise pas la loi de Student. Pourquoi? Parce que comme l'échantillon est grand, on remplace sigma par son estimation. D'accord? Dans le cadre d'un exercice, on me donnerait ça. Il faudra nous-mêmes qu'on détermine. Ah ben ça peut tomber, quoi. Et il n'y aura pas d'autres informations supplémentaires, ou si peut-être un peu plus, je vous donnerai un peu plus d'informations supplémentaires que dans l'énoncé, mais pas beaucoup plus, quoi. Monsieur, Oui. pourquoi ici on n'utilise pas la loi du Qui2? Alors la loi du Q2, elle sert à encadrer sigma. Là ici, quand vous allez sur la loi du Qui2, vous partez de des échantillons qui sont gaussiens. Donc vous pouvez raisonner avec avec une taille d'échantillons petite. Et vous voyez que la loi du Qui2 elle concerne l'encadrement de la variance ou l'estimation de la variance. Θ qui est égal à sigma carré. D'accord. Et du coup, vu qu'il est inconnu, justement, pourquoi on ne l'utiliserait pas? Non, mais ici, on ne vous demande pas. Le but de l'exercice, c'est de travailler. C'est quoi votre question dans l'exercice? Votre question, c'est donner un intervalle de confiance de niveau 5% de la proportion de la population favorable à l'accueil des migrants. Donc, la proportion de la population, c'est petit p. Et p, c'est l'espérance de la loi de Bernoulli, quoi. Ok. Et donc, ça désigne la moyenne théorique et non pas la variance, quoi. Donc, on ne vous demande pas de travailler avec la variance, quoi. Si ça avait été marqué donner un intervalle de confiance de niveau 5% de la variance, là on aurait utilisé du coup la loi Qui2. On aurait utilisé la loi du Qui2. Mais alors attention, il aurait fallu avoir Pour avoir mu. pas forcément mu, mais il aurait fallu avoir des échantillons gaussiens dès le départ. D'accord. Alors du coup, ça n'aura pas été des Bernoulli, je ne sais pas ce que ça aurait été, mais en fait, on utilise la loi de Qui2 dans le cadre des échantillons gaussiens, lorsque x1, x2, xn suivent une loi normale. Ok. Des questions par rapport à l'exercice 1 et par rapport à l'exercice 2, quoi? Pas de questions? Alors, exercice 3. La monnaie de Paris dispose à Pessac en Gironde d'un établissement monétaire qui produit en grande série des pièces de monnaie courantes pour la France et de nombreux pays. Le poids d'une pièce de 2 € est une variable aléatoire d'espérance mu et d'écart type 10-1 gramme. Donc ici, on va connaître l'écart type. On prélève pour un échantillon de 100 pièces et on trouve un poids moyen de 8,55 grammes. Donc, sigma est égal à 0,1 et x bar est égal à 8,55. Déterminer un intervalle de confiance dans lequel le poids moyen d'une pièce de 2 € a 99% de chances de se trouver.
Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? N est égal à 100. Donc, comme N est égal à 100, qu'est-ce qu'on peut déduire? N est grand. N est grand, donc on va utiliser quel théorème? La centrale limite. Voilà, on utilise le théorème central limite. Donc, on va partir de probabilité que mu soit compris entre A et B qui est égal à 0,99. La moyenne est un estimateur usuel de mu. L'échantillon et l'écart type est connu. On peut donc supposer que racine de n, xn bar moins mu sur sigma suit la loi n01. En réalité, racine de n, xn bar moins mu sur sigma va converger en loi vers n01. Mais pour n grand, on va supposer que c'est approximativement égal. Racine de n, xn bar moins mu sur sigma suit approximativement la loi n01. Donc, la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à la probabilité que moins mu soit compris entre moins B et moins A. Là, on veut travailler avec xn bar moins mu, donc on multiplie par moins pour faire apparaître moins mu. Et c'est la probabilité que xn bar moins B, racine de n sur sigma, est inférieure ou égale à racine de n, xn bar moins mu sur sigma, est inférieure ou égale à racine de n, xn bar moins a sur sigma. Et donc, on va poser B' qui est égal à racine de n, xn bar moins b sur sigma, et A' qui est égal à racine de n, xn bar moins a sur sigma. Donc, la probabilité que Z soit compris entre B' et A' est égale à 0,99. Ici, on va supposer que le risque est symétrique. On suppose un risque symétrique. Donc, on va avoir B' qui sera, vous allez supposer un risque symétrique. Donc, vous aurez en fait alpha sur 2 avec alpha qui est égal à 0,01 à gauche de B' et alpha sur 2 avec alpha qui est égal à 0,01 qui est à droite de A'. Donc, comme le risque est symétrique et que la loi de plus est symétrique, on va avoir B' qui va être égal à moins A'. Donc, la probabilité pour que Z est inférieur ou égal à A' est égale à 0,995. Donc là, dans l'exercice, on va chercher A'. Donc, on a 1 moins alpha qui est égal à 99%, donc alpha qui est égal à 1%, donc alpha sur 2 qui est égal à 0,5%, donc 1 moins alpha sur 2 qui est égal à 99,5%. Donc, comme dans le cours, en fait, vous recherchez le quantile tel que f de k avec f de la fonction de répartition de la loi est égal à 1 moins alpha sur 2. La loi, donc on applique loi normale standard inverse de 0,995. Ce qui nous donne 2,576. On a x bar qui est connu. On a sigma qui est connu, qui est égal à 0,1. Et ensuite, on va calculer A' et B'. Donc là, on va avoir pareil que dans la deuxième question de l'exercice 1, A qui sera égal à x bar moins A' sigma sur racine de n, et B qui sera égal à x bar plus A' sigma sur racine de n. La différence entre la deuxième question de l'exercice 1 et l'exercice 3, c'est que dans l'exercice 1, vous partez d'un échantillon gaussien. Tandis que dans l'exercice 3, l'échantillon est de grande taille, donc vous pouvez appliquer le théorème central limite. Mais on aboutit aux mêmes formes d'équations concernant la relation qui lie les quantiles avec les bornes A et B qui vont encadrer le paramètre en question.
Donc, on va avoir A qui va être égal à X bar, moins 2,57 qui va être égal à A', sigma qui va être égal à 0,1 divisé par racine de n. Et n est égal à 100. Donc, on va avoir 8,55 moins 2,57 fois 10 moins 2. On aura 10 moins 1 divisé par 10. Donc, ça fera 10 moins 2. Et pour B, on aura X bar plus A', donc c'est-à-dire X bar moins B', mais comme B' est égal à moins A', ça fait X bar plus A', plus 2,57, 10 moins 1 sur racine de n. Donc, on aura 8,55 plus 2,57, 10 moins 2, qui est égal à 8,56. Donc, ici, on obtient A qui est égal à 8,52 et B qui est égal à 8,57. Est-ce que vous avez bien reçu le fichier Excel que je vous ai envoyé hier? OK. Alors, question 2. Combien faudrait-il prélever de pièces pour avoir une précision inférieure à 10-2 grammes? Donc, une précision inférieure à 10-2 grammes, ça veut dire que la longueur de votre intervalle est inférieure ou égale à 10-2. Donc, ici, n devient variable et on a B-A qui est inférieur à 0,01. Donc, on a toujours probabilité que mu soit compris entre A et B qui est égal à 0,99, mais en plus, on rajoute une condition, c'est que B-A soit inférieur ou égal à 10-2. Et on fait varier la taille de l'échantillon pour conserver ce même niveau de confiance avec la précision déterminée. Donc, quand on fait B-A, ça fera X bar moins X bar, ça va s'éliminer. 2,57, 10 moins 1 sur racine de n, moins par moins, ça fait plus de 57, 10 moins 1 sur racine de n. Ça fait donc B moins A qui est égal à 2 fois 2,57, 10 moins 1 sur racine de n. C'est donc égal à 0,514 fois 1 sur racine de n. Et ça, c'est inférieur ou égal à 10 moins 2. Donc, comme c'est inférieur ou égal à 10 moins 2, vous aurez racine de n supérieure ou égale à 51,4. Donc, n supérieur ou égal à 2642. Il faut donc prélever au moins 2642 pièces pour avoir une précision inférieure à 10-2. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice ? Donc, dans l'exercice 2 et dans l'exercice 3, on a utilisé le théorème central limite. On avait 1500n qui est égal à 1502 dans l'exercice 2 et n qui est égal à 100 dans l'exercice 3. Donc, on a utilisé le théorème central limite. Tandis que dans l'exercice 1, on a utilisé les lois exactes. Parce que les échantillons sont supposés gaussiens dès le départ. Alors, exercice 4. Un échantillon de 25 abonnés au journal Le Monde a révélé qu'un abonné passait en moyenne X bar qui est égal à 6,7 heures par semaine à consulter Internet. L'écart type de l'échantillon vaut S étoile qui est égal à 5,2 heures. Donnez un intervalle de confiance de niveau 95% pour le temps moyen passé à consulter Internet dans la population des abonnés. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez constater sur n? N, il est égal à quoi? Donc il est inférieur à 30. Donc on ne va pas pouvoir appliquer le théorème central limite. Donc quand c'est comme ça, vous êtes obligé de supposer que ça suit une loi normale. Et
en principe, ça vous sera dit dans l'énoncé, quoi. Là, c'est dit dans la correction, mais en principe, ça devra vous être dit dans l'énoncé, quoi. Donc, soit X, le temps passé sur Internet par un abonné, l'échantillon n'étant pas très grand et l'écart type est inconnu, on doit supposer que X suit la loi normale. Donc là, quelle loi on va utiliser, quoi? On est dans quel cas ici, quoi? On est dans le cas 1 ou dans le cas 1 ou le cas numéro 2, quoi? Ici, est-ce que sigma est connu dans cet exercice? Non? Donc on est dans quel cas? Le cas numéro 1 ou le cas numéro 2? Dans le cas numéro 2, on va avoir racine de n, xn bar moins mu sur s étoile qui va suivre une loi de Student à n-1 degré de liberté, quoi. Monsieur, l'écart type, il est connu, c'est S étoile. Non, faut pas faire l'erreur. S étoile, c'est une notation qui est réservée à la réalisation empirique de l'écart type. Les notations ici sont importantes, hein. C'est-à-dire que si vous avez S étoile, forcément, vous raisonnez avec l'écart type empirique. Ok. Mais S étoile, en fait, c'est l'écart type de cet échantillon vaut S étoile qui est égal à 5,8 heures. Donc, en fait, vous raisonnez par rapport à une observation. Vous calculez votre écart type sur l'échantillon, et donc l'écart type n'est pas donné dans le cahier des charges, il est donné par l'échantillon, quoi. Si vous avez une machine, par exemple, l'écart type peut être donné dans le cahier des charges, et vous raisonnez par rapport à sigma fixé. Seulement là, vous rajoutez un facteur aléatoire, c'est-à-dire que S étoile, ça va désigner la réalisation empirique de l'écart type, et l'écart type théorique ne sera pas connu, quoi. Du coup, on utilise student, c'est ça? Du coup, on utilise student. Voilà. Alors, si l'écart type est connu et qu'on vous donne S étoile devient obsolète dans ce cas-là. C'est comme dans l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous voyez, dans la question 2, on suppose maintenant que sigma carré est égal à 0,69. Donc, on a pris la même. Bon, il se fait qu'on a pris la même valeur numérique pour sigma et pour S étoile, mais normalement, ce n'est pas la même chose. Mais dès lors que vous connaissez sigma, il est mieux de raisonner avec sigma, car vous avez un intervalle de confiance plus précis. Là, ici, ça fait partie du résultat de l'exercice 1. Le fait d'avoir une information supplémentaire, c'est-à-dire connaître l'écart type, augmente la précision de l'estimation, quoi. Donc, on va avoir racine de n, xn bar moins u sur S étoile qui va suivre une loi de Student de paramètre n-1. Donc, on va partir de mu compris entre A et B parce qu'on veut déterminer un intervalle de confiance de niveau 95% pour le temps moyen passé à consulter sur Internet la population des abonnés. Donc, vous avez XI, vous avez l'échantillon X1, X2, Xn, où XI suit une loi normale de paramètre mu sigma carré. Et l'espérance de XI sera égale à l'espérance de X1, parce que comme il s'agit d'un échantillon, les lois ont tous la même espérance et ont tous la même variance. Et espérance de XI sera égale à l'espérance de X1 qui sera égale à mu. Et on va encadrer ce paramètre mu. Donc, probabilité que mu est compris entre A et B est égale à la probabilité que moins mu est compris entre moins B et moins A. Ce sera la probabilité que racine de n, xn bar moins mu sur S étoile est supérieure à racine de n, petit xn bar moins B sur S étoile, et qui est inférieure à racine de n, xn bar moins A sur S étoile. Donc, la probabilité que z avec z qui est égale à racine de n, xn bar moins mu sur S étoile, qui est votre loi de référence, qui est la loi de Student, eh bien, la probabilité que z soit compris entre B' et A' est égale à 0,95. On suppose un risque symétrique, de plus la loi de Student est symétrique par rapport à OY. Donc, on suppose le risque symétrique,
Donc, on aura 2,5% à gauche et 2,5% à droite. Et en plus du fait qu'on suppose le risque symétrique, la loi est symétrique. Donc, ça veut dire que B' sera égal à moins A'. Donc, la probabilité que Z est inférieur ou égal à A' est égale à 0,975. Et la probabilité que B' soit inférieur, la probabilité que Z soit inférieur ou égal à A' est égale à 0,025. Donc, vous obtenez, en fait, dans l'exercice 4, A' qui est égal à loi.student.inverse de 0,975,24. Vous avez le niveau de confiance de l'intervalle de confiance qui est égal à A moins alpha. Donc, f de k, où k égale A avec f qui est la fonction de répartition de la loi de Student, f de k sera égal à 0,975 et n-1 sera égal à 24. Donc, vous obtenez 2,06, soit à peu près 2. Vous avez x bar qui est égal à 6,7. Donc, vous allez avoir A qui va être égal à... Donc, on identifie A' à racine de n x bar moins A sur S étoile. Donc, quand on isole A, on a A qui est égal à x bar moins 2 qui est égal à A' S étoile sur racine de n. Et B qui est égal à x bar plus 2 fois S étoile sur racine de n. Et quand on passe à l'application numérique, donc là, il y a une faute ici. La probabilité que mu soit compris entre 5,06 et 8,34, c'est pas ça. C'est, d'après le calcul que j'ai fait dans le fichier Excel, c'est la probabilité que mu. Alors, mu est compris entre 4,31 et 9,09. Donc, dans cet exercice, on raisonnait avec un petit échantillon, et comme on a raisonné avec un petit échantillon, on a supposé que l'échantillon de départ était gaussien, suivait une loi normale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Pas de questions, quoi? Est-ce que vous avez des questions par rapport au TD en général? N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Et on va réorganiser un cours de soutien, 1 ou 2 cours de soutien pour vous préparer à l'examen. Très bien, merci de votre attention. Au revoir.